parfois être une feignasse, ça peut ouvrir des opportunités. C'est vraiment le truc qui a changé ma vie. C'est-à-dire que... Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Hugo Couturier. Tu es plus connu sous le nom de Hugo au perchoir. Tu es journaliste politique depuis 2015. Tu vulgarises la politique et le Parlement sur YouTube, Twitch et tout un tas d'autres réseaux sociaux. Tu cumules des dizaines de milliers d'abonnés sur ces réseaux. Tu as interviewé énormément de personnalités politiques, François Bayrou, Marine Le Pen, François Hollande, mais aussi des politiques moins médiatisés. Mais parmi toutes tes activités, et j'ai pas parlé d'hyperactivité, ce sont surtout les streams sur Twitch qui font ta renommée. Un style décontracté et vulgarisateur, j'ai pas dit vulgaire, en complète opposition avec le sérieux des sujets abordés. Alors j'ai tout un tas de questions pour toi. Comment on vulgarise un sujet aussi complexe que la politique? Comment on rend intéressant un sujet qui passionne de moins en moins les jeunes? Comment peut-on être un influenceur qui donne son avis et un journaliste qui reste neutre en même temps? C'est ce que nous allons creuser ensemble aujourd'hui. Hugo Couturier, bienvenue dans Route. Bienvenue. Merci de m'accueillir, parce que bienvenue, faut se comprendre. Pour commencer, j'aimerais savoir comment ça t'est venu. Comment est-ce qu'on se retrouve à la fois influenceur et dans cette niche-là? Un peu par hasard. En fait, moi, vraiment, Twitch, c'est un accident. Enfin, le live, c'est un accident. Ma vie est un accident, je déconne. Mais non, en fait, c'est vraiment du hasard. En fait, moi, j'ai grandi dans le Loir-et-Cher, dans ce que j'appelle communément le trou du cul de la France, dans un petit village de 700 habitants, tu vois, où je connais, moi, tu vois, cet ennui à 18 ans, où tu t'ennuies le week-end, etc., etc. Et en fait, très tôt, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité. Je sais pas ce qui a été vraiment le déclic de l'actualité à proprement parler. Je pense que c'est, tu vois, une accumulation de choses, J'ai toujours été curieux de par nature avec mon hyperactivité. Les dinosaures, c'était ma passion, les minéraux, etc., etc. Et puis, arrivé au lycée, il y a on propose de faire le journal du lycée qu'on crée, qui s'appelle Classe. Il y a eu 2 numéros. Et en fait, moi, je voulais qu'on continue, mais j'étais seul à vouloir le faire. Donc, bon, on m'a dit, Hugo, non, mais t'es tout seul, tu vas pas le faire tout seul. Je fais, je peux. Et elle me regarde en disant, bah non. Et moi, je fais, bah si. Elle me dit, bah non. Bref. Et moi, j'avais fait des petits articles. Il y avait la guerre en Ukraine. Tu vois, je commençais à m'intéresser à l'actualité, la présidentielle, un petit peu de loin. Et je pense que j'ai commencé un peu à relayer les infos que je voyais passer, tu vois, sur Facebook et tout. Et en fait, arrivé, je pense pour beaucoup de gens de ma génération, le coup de poing de Charlie Hebdo. Et je pense que ça a été peut-être aussi un point de bascule dans la hard news, à vraiment m'intéresser à l'actualité, etc., etc. Et dans le même temps, je commençais à réfléchir à lancer un projet d'interview qui s'appelait Garçon l'interview. Et en fait, la première interview, elle a été faite en février ou mars. C'était avec un YouTuber qui s'appelle Didi Chandouidoui, qui a maintenant plus de 1 million d'abonnés de mémoire, mais à l'époque, il en avait peut-être 50, 60 000. Et c'était une des pires choses que j'ai faites de ma vie. C'était nul. Pardon, je sais pas si on peut être vulgaire sur ce podcast, mais c'était... On coupera, t'inquiète. On mettra des bips. Cut. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque semaine. Pensez bien à vous abonner et en parler autour de vous. Et si vous aussi, vous avez une vie extraordinaire ou que vous connaissez quelqu'un dont il faut absolument qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer ces détails. Le lien de notre email est en description. Bon épisode à tous. Premier degré, j'ai fait le Z-Event cette année, j'avais en donation goal, on regarde mes premières interviews. J'ai honte, mais j'ai honte. Parce qu'en fait, j'ai longtemps été immature dans ma vie, mais pas méchant. C'est-à-dire immature, un peu con, tu vois. Et vraiment, c'était ça. C'est-à-dire que je faisais des blagues, mais en fait, le contexte était particulier. Il m'avait emmené visiter les lieux de tournage avec un pote à lui. Et moi, tu vois, 2015, j'avais 16-17 ans, tu vois. Et pendant tout le truc, les mecs, ils m'ont fait des vannes, mais hardcore, en mode ouais, on va te mettre dans un sac poubelle, dans le coffre, en vrai, des trucs. Et en fait, j'arrive au moment de l'interview, j'ai bouffé 2 heures de blagues ultra hardcore. Et en fait, j'arrive en interview et je dis, je vais être dans le même mood. Eh oui. C'est une connerie sans nom. Genre, à un moment, il y a sa meuf qui rentre et me fait, c'est le plus beau Pokémon parce qu'ils faisaient des trucs sur Pokémon et je fais un tas de morphes. Bon, bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc, vraiment, cette interview, et j'aimerais bien pour le Z-Event cette année réinterviewer Didi Chandouidoui. Il m'avait répondu sur Twitter pour le Z-Event cette année en disant, ouais, je suis pas dispo, désolé et tout ça, mais j'aimerais bien vraiment le faire pour effacer, tu sais, les erreurs du passé. Et en fait, tu vois, je commence les interviews. Donc, j'ai des trucs un petit peu sympas. J'ai Serge Klarsfeld, un peu au culot. Je l'appelle, il me dit oui. Et puis après, j'envoie des mails pour des interviews et j'en chope quelques-unes. Tu vois. Pas de carte de presse, t'as rien à ce moment-là. Ah ben non, je suis au lycée. Moi, je suis un lycéen. En 2015, je suis en première, tu vois. Donc vraiment
que dalle. Et ça marche pas du tout, hein. Ça fait pas du tout, c'est une cata, tu vois. Et en fait, moi, le succès est arrivé très tard dans ma carrière. J'ai commencé à devenir connu après 2023, donc tu vois, 8 ans quand même sans rien. Et en fait, à l'été 2015, je me dis, bah vas-y, je vais envoyer un mail à tous les députés. Ça s'appelait le projet 577. Et je me suis dit, bah je vais interviewer les 577 députés. Bon, il y en a qu'une dizaine qui m'ont répondu. Il y en a qui m'ont répondu, mais qui pouvaient pas parce qu'ils avaient eu des décès. Bref, voilà. Et je fais mes dizaines d'interviews. La première personnalité politique que j'interviewe, c'est Sophie Dessus. Sophie Dessus, c'est pas forcément la plus connue de par son nom, mais de par ce qu'elle a incarné, c'est-à-dire c'était la suppléante de François Hollande. Et surtout, c'est celle qui s'est faite draguer par Chirac, la fameuse blonde de Chirac. Et en fait, elle a été adorable. C'était la première interview politique que je faisais, et dans mes premières interviews tout court, et elle a été adorable. Et malheureusement, elle est décédée quelques mois après, en mars 2016. Et bah, ça m'a touché parce que, bah, tu vois, la première personne que tu interviews, politiquement parlant, ça te marque. Et quand tu décèdes, bah, surtout quand la personne a été une crème, ça fait un peu bizarre. Donc pensez pour elle. Et tu vois, je continue mes trucs d'interview, ça marche en plus, etc., etc. Je participe à un concours qui s'appelle YouFame où j'arrive en finale. Bon, je suis content, tu vois. Et arrive 2016 où je passe un concours de journalisme, qui est une école privée. Je suis pris, notamment parce qu'à l'oral, j'ai eu 18 ou 19. Et pourquoi ? Parce que j'ai interviewé Giscard d'Estaing. Et en fait, dans l'entretien oral, c'est le président de l'école qui nous reçoit. Et il m'a dit, dès que j'ai vu que vous aviez eu Giscard, enfin, je lui avais posé 2 questions à la con, tu vois. Mais il me dit, dès que j'ai vu que vous aviez eu Giscard à 17 ans, je vous voulais dans mon école. Donc, banco, j'avais beau avoir une 9 en anglais, c'est passé, tu vois. Et en fait, arrive 2016, j'ai le bac et arrive Paris. Comment t'avais eu Giscard ? Bah en fait, c'était mon voisin. Techniquement, en fait, moi, du coup, dans le Loir-et-Cher, ça s'appelle Vendôme, enfin, Toré-la-Rochette, et la grande ville, c'est Vendôme. Et juste à côté, il y a le château, il y a la ville d'Auton, qui est à 15-20 minutes de chez moi. Et en fait, bah, c'est le château où est mort Giscard, où il habitait, en fait, une grande partie de sa vie avec sa femme, Anémone. Et il tenait une conférence à Vendôme sur Rochambeau. Oui, c'était Rochambeau et son ancêtre. Rochambeau, en fait, il est pas très connu en France, mais aux US, il est assez connu. C'est l'équivalent, c'est un Lafayette bis aux États-Unis. Le mec, il a sa statue à côté de la Maison Blanche. Tu sais, il y a plusieurs statues et une de ces statues, c'est Rochambeau. C'est-à-dire que le mec est pas du tout connu en France. Nous, on le connaît. Encore beaucoup de gens dans le village le connaissent pas. C'est-à-dire que dans notre village, on a 5 personnalités connues. Il y a 2 Rochambeau. Il y a un sénateur qui s'appelle Pierre Charon. Il y a un écrivain qu'on a retrouvé mort 4 semaines après son décès, et il y a moi. Donc tu vois et encore je suis pas au niveau de l'écrivain puisque j'ai pas encore de page Wikipédia, mais voilà, mais tu vois, on a notre petite star et on connaît nos petites stars, tu vois. Et en fait, Giscard fait une conférence pour parler d'un de ses ancêtres, et en fait à la fin je me dis bah vas-y, je vais tenter. Et anecdote qui est très drôle, moi je connaissais très bien le député du coin parce que c'était Maurice Leroy, il était là depuis 30 ans, bref, etc. Et à un moment, je suis en hypoglycémie, je vais chercher du sucre parce que je suis diabétique. Et la personne avec qui je parle, si j'étais toi, je te retournerai. Et je me retournerai. Et là, je vois Giscard 80 qui est avec Maurice Leroy. Et Maurice Leroy me présente, il y a ce jeune homme. Et je dis bonjour, monsieur le président, j'aimerais bien vous interviewer à la fin, etc. Et je te jure, j'ai toujours l'image. Giscard, il est comme ça, il fait non. Et vraiment, il tourne le dos. Et il continue. Et moi, je suis en mode, je viens de me faire humilier là. C'est qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, tu vois le truc? Et mais je perds pas mon truc. Et je me colle avec des journalistes à la fin et je pose la question. Sauf que Giscard ne voulait répondre que sur son aïeul. On était au moment où Sarkozy revenait, enfin février 2016, il y avait, tu sais, les primaires et tout ça. T'es rien en terminale, toi, à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'essaye, tu vois, de le ramener. Je fais, vous et votre ancêtre avez beaucoup influencé les relations franco-américaines. Tu vois que je manquais de, je sais pas comment dire, je sais pas l'expression, mais je manquais de finesse, de machin, j'avais le côté espiègle, mais il me manquait ce côté professionnel. Et en fait, arrive l'école de journalisme, donc je me souviens, je suis pris le 22 mars. Pourquoi je m'en souviens? Le même jour, il y a les attentats de Bruxelles. Et moi, je suis au CDI, en train de suivre les informations, parce que déjà, j'étais un fada d'infos sur ces trucs-là. Puis, on est dans la vague d'attentats, tu vois. Donc, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Et là, je te jure, je suivais les news sur le PC, et là, je vois mail. Je vais voir. Toutes mes félicitations, vous êtes reçus en école de journalisme, machin, machin. Donc, en fait, je vis un truc ultra heureux dans un moment ultra dark. Et quand je reviens en classe, je suis en retard.
que je gérais les informations et mes trucs. Et j'avais prévenu quelques camarades que j'étais pris en école de journalisme. Et notre prof, qui était un colgote d'un 1m90, 2 mètres, un ours, on l'appelait le grizzly parce qu'il était très gentil. Enfin, fallait pas le faire. Quand il gueulait, tu vois. Mais moi, il m'aimait bien. Et quand il rentre, il parle avec une grosse voix comme ça, il fait: Monsieur Couturier, vous êtes en retard, mais toutes mes félicitations. Allez vous asseoir. Et moi, je suis comme ça. Et je voyais mes camarades qui disaient: Cablas. Mais dans le même temps, je fais les infos, tu vois, le paradoxe un peu. Et arrive Paname, et là, j'arrive dans un 15 mètres carrés, paumé, avec pas de thunes, parce que c'est mes parents qui m'aident à payer le loyer. Vraiment, j'ai connu la dèche pendant pas mal de temps, parce que aussi, j'étais feignasse, hein, c'est-à-dire que... En fait, j'aurais pu percer bien avant, mais juste, j'ai pas mis les moyens parce que j'avais pas les connaissances non plus, parce que j'ai pas fait d'école de commerce, où je suis pas forcément dans un milieu familial qui, comment je peux expliquer, avait les moyens, enfin, avait les connaissances, etc., etc. Par contre, j'ai toujours eu des parents qui m'ont soutenu. Ça, c'est mon père. On a fait un trip quand j'étais encore en 2015. On a fait Vendôme, Paris, Strasbourg, Vendôme en bagnole pour aller faire 3 interviews qu'on fait 80 vues, tu vois. Donc, j'ai toujours eu mon père, ma mère moins, mais parce que c'est différent. C'est surtout mon père qui m'a, parents séparés, donc tu vois, chacun a à peu près son rôle. Sur la vie ordinaire, c'était plutôt avec ma mère, et sur l'aspect professionnel, c'était plutôt mon père qui me poussait, tu vois. Et il m'a acheté mon premier dictaphone, bref, et tout ça. Et j'arrive Paname, école de journalisme qui s'appelle l'EFJ, l'école française du journalisme, qui était à Levallois-Perret. Et en fait, je commence les trucs, je vois très vite que l'écriture me passionne pas. J'aime pas écrire, ça m'emmerde. Mais parce que ça, TDAH, donc me poser et écrire, surtout sur un sujet qui me passionne pas forcément, j'ai très vite capté que c'était pas pour moi. Donc je fais mon école et on est en pleine année présidentielle. Moi, je fais des meetings, je continue ma chaîne. Donc je vais, l'un des seuls politiques qui m'accueille à ce moment-là, c'est Dupont-Aignan. Donc c'est un des mecs qui m'ouvre le plus. Je fais quelques meetings de droite, etc., de gauche, etc., etc. Puis de fil en aiguille, j'avance parce que moi, je parle beaucoup quand même. Et arrive 2019, 3e école de journalisme. C'est en gros jusqu'en janvier, t'es en école, et après janvier, fin d'année scolaire, t'es en stage. Sauf que moi, je suis une feignasse. Je ne trouve pas de stage. Et on a notre responsable des stages qui dit: attendez, j'ai une boîte que je connais qui recherche du monde. Vous allez y arriver. Et là, c'est un tournant décisif dans ma vie. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, parfois être une feignasse, ça peut ouvrir des opportunités. Parce que c'est vraiment le truc qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'on arrive dans une boîte qui s'appelle 16.tv. Ça s'écrit comme le chiffre 16, mais c'était en mode size TV, qui se voulait être une forme un peu de Twitch français, une application mobile où en gros tu pouvais streamer depuis ton téléphone, mais c'était en développement. Et en fait, on avait été recruté pour, je cite l'un des PDG de la boîte, chier 1 heure de live par jour. Pourquoi ? Pour avoir du contenu. Quand ils vont avoir des investisseurs, ils ont des trucs à montrer, etc., etc., etc. Et on est en 2019, et en 2019, on a les élections européennes. Donc moi, j'étais déjà dans la politique, et je me suis dit, on va chier du live politique. Et en fait, j'ai fait plein de meetings en live, mais des randoms, hein. J'ai fait des trucs vides et tout. Mais en fait, j'ai très vite capté que j'adorais ça, en fait. Parler, raconter, faire des blagues, déconner en live. Puis j'avais encore cette immaturité, tu vois, dont je te parlais, où des fois j'allais trop loin, je faisais des conneries, je parlais d'une conseillère municipale avec qui j'avais eu un conflit dans le Loir-et-Cher, où je disais: je vous conchie. Le responsable, il m'a dit: mais t'es un ma boule, je suis la meuf, je vois ça, je t'attaque en justice, en fait. Et en fait, c'est là où tu vois, je commence à comprendre que les mots ont des conséquences et compagnie. Et en fait, moi, je m'éclate, sauf que patatras, l'un des patrons de la boîte, il y a 2 versions, soit il fait un burn-out et du coup la boîte s'effondre, soit l'autre version c'est il se barre avec la caisse. Je te laisse la version au choix, moi j'ai pas la réponse. Et en fait, on devait faire 6 mois, on a bossé 4 mois, payé 3. Parce qu'il y avait plus de liquidité, etc. Donc là, c'est un peu le tout qui s'effondre sur ta tête, quoi, parce que toi, tu t'éclatais, tu faisais tes lèvres, on t'emmerdait pas, tu vois. Moi, je les faisais chier pour avoir des moyens. C'est-à-dire, mais je fais et ça, c'est un problème que j'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des ambitions, mais j'ai pas forcément les moyens de ces ambitions. C'est-à-dire que moi, je leur dis, mais même pas moyens financiers, même si évidemment, tout est financier, tu vois. Me filer un local, c'est financier. Me filer du matos, c'est financier. Mais c'est pas des trucs forcément très dispendieux. Mais juste, donnez-moi les moyens de vous faire des trucs. Moi, je pouvais. Moi, je veux pas faire le bec avec Paulin, mais je pense que moi, si on me donne les moyens, je peux faire des trucs. Je peux te ramener du monde, tu vois.
Mais ça bloquait à ce moment-là. Je sentais qu'il y avait de la résistance, que j'étais pas la priorité. Et c'est normal. Et c'est normal. Tu vois, un peu syndrome du personnage principal. Eux, les mecs, leur but, c'est de développer une entreprise et de développer une application, de régler les bugs. Évidemment qu'ils vont pas donner des moyens à un comme moi qui fait 5 spectateurs. Alors que, bon, 5 spectateurs, mais j'étais quand même dans la moyenne haute de la plateforme. Mais tu vois, avec le recul et la maturité, je le comprends évidemment, même si c'est frustrant. Quand t'as 2019, t'as 19-20 ans, t'es ambitieux, t'as envie de trucs, surtout que c'est les élections. Moi, je voulais faire un débat. J'avais des gens qui étaient OK, des candidats. Pas des gros candidats, mais j'avais des petits candidats qui étaient OK pour faire un débat. Mais évidemment, les mecs, ils allaient pas mobiliser des trucs à 2000 balles pour ça, parce que ça n'avait pas forcément grand intérêt, même si on aurait pu faire de l'audience et faire découvrir la plateforme. Mais bon, tu vois, c'est l'équilibre à trouver d'investisseurs. Et donc voilà, 2019, je retrouve un stage de 3 mois chez Zemmour et Nolo en broad télé. Bon, c'est sympa, sans plus, etc. Mais par contre, tu vois, je continue à cultiver ma singularité, c'est-à-dire mes vieilles anecdotes. C'est-à-dire que, tu vois, on était dans un open space et l'open space juste à côté, c'était une émission, etc. Et j'avais un peu sympathisé avec la rédactrice en chef et elle m'appelait Hibernatus. Je sais pas si tu vois le film Hibernatus, pour les gens qui nous écoutent, c'est en gros un film de De Funès dans les années 70, où en gros, il y a un de ses ancêtres qui est retrouvé congelé dans la glace et il ne doit surtout pas apprendre qu'il est dans les années 60-70, sinon il meurt, etc., etc. Donc ils font comme s'ils étaient dans les années 1850, avec des vieilles références, etc. Ben, c'est un peu ça, moi j'ai des vieilles références. Tu vois, hier en live, j'ai chanté c'est Richaud et Frigo. Tu vois, c'était un duo d'humoristes dans les années 60-70. Personne s'en souvient hormis moi, tu vois. Mais déjà à l'époque, je cultivais cette singularité de trucs. Et puis Covid. Et là, bah, c'est la merde. Mon père me disait, bon, allez, je te paye le loyer jusqu'à 2020 et après, tu te démerdes. Bon, là, il a vu le Covid, il a dit, bon, allez, je t'aide encore un an. Mais parce que tu vois, à cette époque-là, je gagnais pas d'argent. Et en fait, qu'est-ce qui a aussi fait la bascule dans ma vie? C'est Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, grand journaliste, comique de son état chez Ruquier, etc. Et il décède pendant le Covid. Et moi, à ce moment-là, j'avais un compte Twitter qui s'appelait La Légende d'On va gêner, où je postais des podcasts, des extraits, des petits trucs, etc. Et en fait, quand il est mort, je fais merde. J'ai des gros extraits, mais je sais pas quoi en foutre, tu vois. Je dis, je vais les mettre sur YouTube. Et en fait, ça marche direct. La chaîne explose. Je passe les 1000 abonnés en quelques semaines. Et en fait, bah, quand tu passes les 1000 abonnés sur YouTube, tu débloques la monétisation. Et en fait, pendant toute la période du Covid, cette chaîne m'a fait... J'avais quasiment pas d'allocation à l'époque. J'avais peut-être quelques allocations logement. J'avais pas le RSA parce que j'avais moins de 25 ans. J'avais pas de chômage parce que j'ai jamais travaillé à proprement parler. Les stages ne comptent pas. Et là, je suis et trouver du boulot pendant le Covid. Tu sais, je devais avoir un entretien d'embauche le jour du confinement. Évidemment, ça a été annulé. Ça n'a jamais été reporté. Voilà. Et là, je suis dans une situation où, bon, bah, vas-y, quoi. T'as pas le choix. Trouve là où tu peux avoir de la thune et là-dedans. Et en fait, dans le même temps, en parallèle, je me rapproche d'une bande de jeunes qui étaient dans la boîte où j'étais, qui s'appelait CS.tv, du coup, et les mecs, ils avaient un trio qui s'appelait l'Alpaga Show. T'as Eugène, Thomas et Pierre. Et en fait, c'était gamins, quand je dis des gamins, qui sont encore au lycée, tu vois. Vraiment des minots par rapport à moi, tu vois, qui est 5-6 ans de plus qu'eux. Et en fait, les mecs, ils avaient une émission à l'époque sur 6.tv qu'ils ont continué sur Twitch, qui s'appelait... j'ai plus le nom, c'était un truc avec tech, etc. Où en gros, ils faisaient la revue de l'actualité de la technologie. Et en fait, bah, moi, je dis, bah, les gars, si vous voulez, moi, je peux vous faire une petite chronique. À la fin, ça s'appelait une chronique en toute objectivité. En gros, j'étais évidemment pas du tout objectif et je disais, j'adore, c'est génial, c'est trop bien. Et je sauçais les trucs que j'adorais, tu vois, à l'époque. Et j'en ai fait quelques-unes et c'était plutôt cool, tu vois. Sur de la tech, pas du tout politique. Non, moi, c'était pas politique, c'était juste sur ce que j'aimais, donc plutôt culture. J'avais fait un truc sur David Castello-Lopez, sur Thaïs Vauquier, sur une série, enfin tu vois, sur ce que j'aimais en fait. Je créais des trucs, mais c'était pas du tout politique à ce moment-là. Et en fait, bah, je me rapproche de ces mecs-là, et les mecs ils me disent bah ouais, on peut lancer une émission, machin. Et en fait, du coup, on lance une émission qui s'appelle Garçon l'émission, Garçon l'interview, Garçon l'émission.
Et en fait, c'était une sorte un peu d'émission, un peu en mode grosse tête. On va se gêner, tu vois, on reste dans le truc que j'aimais, on va se gêner l'émission de Ruquier. Où en gros, c'était une quinzaine, vingtaine de questions d'actualité que je leur posais, un peu en mode quiz, tu vois, un peu questions un peu floues et les mecs devaient trouver les trucs, tu vois. Et en fait, la première, c'était le jour de l'assassinat de Samuel Paty. Comme quoi, je te dis, ma vie est jalonnée par certains événements dramatiques. Ouais. Et en fait, on apprend la nouvelle au début d'émission. Et sur la première, le replay, tu me vois, c'est cette information qui nous est parvenue. Un homme aurait été décapité, machin. Et en fait, on fait notre émission, on se marre sans forcément prendre conscience. Enfin, tu vois, la dichotomie du bousin, etc. C'est surtout, moi, la liberté d'expression, tu vois, c'est un truc qui est. Enfin, l'esprit Charlie, pour moi, est supra important. C'est l'éducation à la critique religieuse, à la pensée critique, etc. Pour moi, c'est super important. Et l'assassinat de Samuel Paty, pour moi, a été un choc. Je suis allé manifester dans la rue, à la grande manif, etc. Voilà, moi, je pense que cet esprit-là, mais c'est un esprit qui est aussi dangereux dans l'aspect où maintenant, et on va en revenir quand on va arriver sur la séquence Twitch, tu peux te prendre des shitstorms pour des conneries. Hein. C'est là où il faut faire super attention à ce que tu dis maintenant, parce qu'une connerie peut te foutre en l'air ta vie pour une raison X ou Y, parce qu'il y en a des maboules sur Internet. Et du coup, bah voilà, c'est mon premier pas sur Twitch, à proprement parler, en tant qu'animateur. Et en 2021, début 2021, je lance ma chaîne, Hugo Couturier, avec mon émission où je garde les initiales GLI pour Garantie Live Informatif. On parle de Garçon l'interview à Garantie Live Informatif. Et le premier live que je fais sur cette chaîne-là, c'est l'assaut du Capitole par les pro-Trump. Sauf que c'est de l'impro, le live n'était pas prévu, j'ai pas de matos. Voilà, j'ai même fait la connerie de pas activer la VOD, donc je n'ai plus d'archives de mon premier live. Je suis un peu dégoûté. Et en fait, il y avait un live intermédiaire que j'ai fait sur leur chaîne. Et c'est déjà le début de mes streams marathon, parce que je suis un peu un fou dans ma tête à faire des lives de plus de 10 heures. C'est l'élection de Joe Biden. Et là, je fais en 4 jours, je fais 40 heures de live, tu vois. Non, même pas. Enfin bref, je fais des heures et des heures. Et évidemment, j'ai raté l'annonce de l'élection de Joe Biden. Ça faisait 8-9 heures que j'étais en live. Je suis bon, allez les gars, la boulangerie vient d'ouvrir. Je vais m'acheter des croissants. Je te jure, je vais acheter les croissants. Téléphone, Joe Biden est lui. Et je fais merde. Je prends mes trucs, je cours, je remonte. Je fais les gars, il a été élu président, ça y est, ça vient de tomber. Et moi, je fais oh le con. Bah, j'étais un peu dégoûté, on va pas se mentir. Mais voilà. Et puis, j'arrive sur Twitch et je cherche qu'est-ce que je veux faire. Et en fait, à ce moment-là, moi, je regarde un Américain qui s'appelait Steve Lookner, qui était un mec qui faisait du live d'actu. Dès qu'il se passe un événement, il le live. Mais en fait, le problème, c'est qu'en tant qu'Américain, bah, il a beaucoup plus d'ouverture qu'un Français. Nous, en France, chaque jour, il se passe pas grand-chose quand ils pensent. Il y a une fusillade à Paris. Bon, allez, 1 heure de live, machin. En soi, il y avait pas grand-chose. Donc, tu essayes de faire des trucs, mais pareil. J'ai assez vite arrêté parce que bon, je voyais que c'était pas très bon, etc. Et en fait, dans le même temps, bah, il y a la présidentielle 2021 qui commence. Et moi, je lance une émission que je vais relancer là, qui s'appelle le journal présidentiel, le JP. Et je fais une revue d'actu toutes les semaines. Tu vois, je commence à gagner des follow, des petits trucs, mais je tourne à 5-6 spectateurs, tu vois. Il y a Jean Massier, donc tu vois, j'ai encore le souvenir de Jean Massier qui pop dans mon chat. À l'époque, Jean, c'est... Enfin, encore aujourd'hui, ça reste une référence, mais quand tu fais 5 spectateurs et qu'il y a Jean Massier, et même l'icône, tu sais, partenaire Twitch, quand t'as 5 personnes qui te suivent et que t'as un partenaire Twitch dans ton chat, t'es comme un ouf dans ta tête. Bah, moi, j'étais comme un ouf, tu vois. Et pareil, tu vois, les erreurs que je regrette après coup, on se prend un verre, ça c'est intéressant, mais pareil, l'immaturité dont je te parlais. C'est-à-dire, je fais les gros sabots. Si t'as une place sur Maxit, moi je suis dispo. Complètement con, parce que ça fait mec gros sabots, tu sais, les trucs qui rayent le parquet et compagnie. Donc, ça, grosse connerie que je regrette encore aujourd'hui, même si j'ai fini par être chroniqueur Backseat, mais ça c'est un autre dossier. Et je fais la présidentielle, je fais quelques interviews de candidats, Dupont-Aignan qui m'a volé une vidéo. Ça, j'ai gueulé très fort. Ça m'a donné un scoop. L'un de mes premiers scoops. Je vais chez lui dans son bureau qui est pas très loin de chez moi, avec mon PC portable, mes micros. On fait l'interview, quasiment 2 heures d'interview. Donc moi, je suis plutôt content. Il y a des échanges un peu bagarre. Une que j'adore, tu pourras la mettre si tu veux, mais c'est en gros, il dit oui, mais moi, je suis la personnalité la plus populaire sur Internet, devant Macron. Et je lui fais, oui, enfin, on ne devient pas président avec 50 000 likes ou même 500 000. Il me fait, mais pas 500 000, des millions.
Qui vous dit que je serai pas en tête au premier tour? Et moi, je suis en mode, mais tu me vois? Je dis, vous verrez. Bon, bah, on a vu. Mais, non, mais tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quelques jours après, je vais sur sa chaîne YouTube et je vois NDA décrypte l'actu et je vois ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois? Je clique. Le mec a repris mon live. Il y a 1 heure qui a été coupée, enfin 40 minutes, et de fuck. Et j'envoie des SMS au directeur de la com et à la conseillère com en leur disant que je suis un peu mécontent. Et en fait, la conseillère m'appelle, elle me dit, mais en fait, le conseiller s'est barré, machin, Nicolas et tout ça. Et je découvre qu'en fait, Dupont-Aignan, il est seul. C'est-à-dire qu'il a été lâché par tout le monde parce qu'il saoulait tout le monde. Et dans le même temps, il y a eu la session quelques mois avant. Tu as une grande partie du parti Dupont-Aignan qui se sont barrés pour rejoindre Marine Le Pen avec ce qui s'appelait l'Avenir français. Et en gros, un gros nombre des têtes d'affiche du RN maintenant viennent de chez Dupont-Aignan. Tu as Alexandre Loubet, qui est en gros directeur de campagne. Tu as Jean-Philippe Tanguy, le monsieur Finance. Tu as Thomas Ménager. T'as Alexandre Sabatou, enfin tu vois, t'as plein des gros qui l'ont rejoint. En fait, ça a décapité Dupont-Aignan en élan. Et comme il avait viré complotiste Covid, il a été lâché par ses équipes. Et du coup, j'ai vu la décadence du mec, quoi. Et puis voilà, présidentielle. Et en fait, un soir de la présidentielle, quelques jours après, je suis en live Twitch et je vais faire une autre décision qui va changer ma vie. Encore par hasard, il aurait fallu d'un truc pour que ma vie soit totalement différente. Sur Twitch, on a ce qu'on appelle les raids. C'est-à-dire quand tu termines ton live, tu peux envoyer tes spectateurs sur une autre chaîne. Et là, je fais « les gars !» J'ai dû vraiment faire sur ce tour-là. Je fais « les gars, il y a ma députée qui est en interview dans une émission, venez, on la raid. » Déjà, décision un peu, tu vois, j'aurais raidé quelqu'un d'autre. Voilà, je raid. C'est « ah, salut Hugo !» Et le mec, il me connaissait pas, merci pour le raid. Et moi, je pose plein de questions à la meuf. Je pose plein de questions, tu vois. Et en fait, c'était une émission qui s'appelait Apérocratie. Ils étaient 4 ou 5. Non, ils étaient 4. Il y avait la députée, un pote de la députée, le Lucas Jakubowicz et le patron de la boîte. Et en fait, t'avais un apéro et les mecs, ils jouaient à Mario Kart. T'avais des députés qui jouaient à Mario Kart. Et je trouvais le concept trop bien. En fait, je pose plein de questions. Je fais, dis donc, Hugo, tu poses plein de questions. Bah, je fais, ouais, je suis journaliste politique, machin. Je cherche un job. Enfin, tu vois, je le disais comme ça, un peu là, au chômage. Bien, on cherche quelqu'un là pour. On cherche quelqu'un pour s'occuper de notre chaîne Twitch. Vas-y, envoie ton CV. Pendant l'émission. Pendant l'émission, ouais. Ah, trop marrant. Et j'envoie mon CV. Et cette décision va changer ma vie. Parce qu'en fait, j'attends. J'apprends que je suis en concurrence avec quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Et je suis pris. Après un entretien et tout. Premier job de ma vie. 2500 bruts, donc 2000 net. Pour un premier en CDI. Moi, j'ai touché... Enfin, ouais, syndrome de l'imposteur, tu vois. Mon boulot... pour 2000 balles, ça va être d'animer une chaîne Twitch. Ce que tu faisais gratuit jusque-là. Ce que j'ai gratuit juste là. Devant pas beaucoup de gens. Donc j'arrive sur une chaîne qui existe déjà, mais qui en dehors d'Apérocratie, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. Il y a eu des événements qui ont fait de l'audience. Ils avaient fait un truc avec Hollande, avec un truc qui s'appelait Les Oubliés, mais c'était plus une chaîne utilitaire qu'une chaîne avec un programme, etc., etc. Donc, on fait des réunions, on réfléchit, tu vois, sur qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et vient cette idée de Midi au Perchoir, qui est donc une émission le midi, où on va essayer de vulgariser le Parlement. Mais, comme c'est une chaîne d'entreprise, il faut vendre un produit. Tu te doutes bien. Et ce produit, c'était la plateforme PurePause, parce que la chaîne s'appelait PurePause à l'époque. PurePause, en fait, si tu veux, la boîte où je suis arrivé, parce que je ne l'ai pas dit, s'appelait le Cap Collectif, et c'est un des leaders de la démocratie participative, notamment institutionnelle, avec l'outil PurePause, qui en fait, si tu veux, Cap Collectif propose des sites internet clés en main, des plateformes clés en main pour des consultations démocratiques, genre le Grand Débat National. La plateforme du Grand Débat National, c'était eux. Ils ont fait aussi le vrai débat qui a été offert aux Gilets jaunes. Et en gros, PurePause, si tu veux, c'est plutôt d'avoir un site dédié. C'est un site généraliste, enfin communautaire, enfin pas communautaire, mais tu vois, un site où il y a des pages qui correspondent à des trucs délibératifs, en gros, si tu veux. Donc en gros, c'est au lieu d'avoir un site unique qui est donc plus cher, bah là, c'est comme si tu avais une page sur un site internet. Donc, c'est moins cher. Et en gros, mon but, c'était de mettre ça en avant. Et notamment, où on demandait l'idée de base aussi qu'ils avaient dans la boîte, c'était en gros
l'élaboration communautaire d'une loi. Ils avaient fait ça avec la députée Caroline Janvier, qui était une loi sur la protection des enfants contre les écrans. Et en gros, et ça c'était, en vrai, moi je trouvais le concept intéressant, tu vois. Et je vendais le truc en y croyant, parce que c'est vrai que le concept est bien. C'est-à-dire, tu as une députée qui a un texte de loi, on demande aux gens, en leur expliquant concrètement, en faisant des interviews et tout ça, qu'est-ce que c'est la proposition de loi, quelles sont les propositions, on leur demande leur retour, est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée ou pas, etc., etc. La députée peut faire des modifications parce que le texte n'est pas officiellement déposé, et tu arrives à une forme de consensus, etc. Et ensuite, tu peux avoir en argumentaire, ce texte a été soutenu par X personnes, machin. Le texte a été adopté, et compagnie, tu vois. Et du coup, nous, on essayait de pousser ça, de recevoir des députés pour machin, pour bidule, qui mettent leurs lois, qui prennent en compte des propositions. Bon, bref, c'était un peu utopique. Et ça l'a été, au final, utopique. Mais moi, en fait, c'est ce qui m'a donné le goût aussi de la démocratie parlementaire. Où je me dis, quand on veut, on peut. Et c'est ça, c'est le quand on veut qu'on peut. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui dans le pays, c'est que on a du mal, en fait, à écouter aussi les gens. On reste très obtus, tu vois. Et en fait, pendant 1 an, je fais ça. Et je commence à créer une communauté. Je commence à créer des gens qui reviennent tous les jours pour moi. Mais pareil, je multiplie des erreurs pour après, voilà, ou un peu le boulard, la chaîne de la référence de l'actualité. Je tournais devant 30 personnes, hein, tu vois. Donc pareil, j'avais un peu les gros sabots, j'avais pas les codes Twitch. Et encore une fois, en gros, moi, le virage de la maturité, c'est 2024-2025. Même en 2023, j'étais encore assez immature, tu vois. Et je fais ça pendant 1 an, je m'éclate. Au bout d'1 an, ils me disent écoute, ouais, on a décidé d'arrêter la chaîne Twitch. Du coup, rupture conventionnelle. Même moi, je commençais un peu à. Personne n'était vraiment épanoui dans cette situation. Moi, j'avais des ambitions, mais pareil, ça bloquait. Donc au bout d'un moment, ça matchait plus, quoi. Alors les gens m'adoraient, tu vois. Enfin, les gens m'adoraient parce que les gens voient que je suis pas quelqu'un de mal, tu vois. Que j'ai de l'ambition, que j'essaie de bien faire, que je suis un peu fou dans ma tête. Parce que oui, moi je gueulais beaucoup et du coup ça faisait chier aussi les collègues, tu vois. Donc je faisais attention, tu vois. Mais je me souviens du raid de Samuel Etienne. Le jour où je me suis fait raid par Samuel Etienne, c'était l'été. Je hurle. Ouais, ça y est. Et je vois mon collègue qui me regarde avec le regard noir, tu sais, en mode, et je sors du bureau et on m'entend dire, le micro est toujours allumé, mais de loin, je fais, il y a Samuel Etienne qui nous arrête! Il y a Samuel Etienne qui nous arrête! Il y a 2000 personnes! Ouais, putain, mais c'était grave drôle. Et avec une de mes collègues, on avait fait un truc sur la grève. C'est-à-dire on était venu faire un tuto grève. On expliquait comment faire grève, etc., etc. Et en fait, on était en live et des fois, il y avait nos collègues qui nous regardaient, qui nous regardaient, tu vois. Et t'as un de nos collègues qui a ouvert la porte sans nous prévenir. Mais t'as un ultra autoritaire. On l'a regardé en mode what the fuck. Il nous a balancé du chocolat dans la gueule parce que nous on veut du chocolat. Il nous jette il dit, voilà, du chocolat. Maintenant, fermez-la et reprenez le boulot. Non, mais tu vois, il y avait cette ambiance aussi un peu familiale. On était avec des gens avec qui on s'entendait bien. En vrai, il y en a, je les vois encore, tu vois, on se prend des coups et tout, qui sont vraiment des très très bons potes, tu vois. Et arrive le licenciement et ils me disent, enfin, je sais plus comment ça se fait, mais en gros, la chaîne Twitch, ça va s'arrêter. Et bon, et je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, arrive la séquence de bon, vous me la filez, quoi. Et on est le 5 mai 2023. Pure Pause devient Hugo au perchoir. Parce que midi au perchoir, Hugo au perchoir, j'ai pas fait un gros travail de brainstorm, tu vois. Et là, je dis, bon, t'as 1 an de chômage, 1002 à peu près, à 1002. Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu te retrouves à poil, chez toi, dans ton appart, t'as quasiment pas de matos, t'as du matos de merde. Qu'est-ce que tu fais? Je sais plus s'il avait récupéré du boulot de la boîte parce que du coup ils s'en séparaient, ils m'ont dit bon on peut te le céder ou à moindre prix, tu vois. Et là je me dis on va commencer Twitch, tu vois, on va s'y mettre, on va faire de l'actu politique, ce que je faisais avant, du suivi d'assemblée, des interviews et tout. Et là arrive la TwitchCon Paris, j'y vais, tu vois, mais je suis pas encore partenaire, je suis encore ce qu'on appelle affilié Twitch. Donc je fais des petites rencontres, c'est sympa, des gens que je continue à voir aujourd'hui, tu vois. Et c'était en juillet 2023, le jour où j'ai déchiré mon pantalon à l'Assemblée nationale. Première fois que je fais une interview à l'Assemblée nationale, c'est Sandrine Rousseau qui m'accueille. J'avais une autre interview juste après. Ils m'ont réservé un bureau pendant 3 heures. Je suis dans le bureau, je me penche pour brancher mon câble Ethernet et là j'entends.
ouf. Et vraiment, tu sais, vraiment la situation, le cul est levé, moi je suis penché et là je fais oh non, le pantalon est déchiré, je montre à la caméra de là à vraiment derrière, j'ai caleçon apparent. Et là j'entends Sandrine qui fait quoi? Elle se retourne, elle voit le trou, elle éclate, mais elle éclate de rire. Moi je rougis, je sais plus où me foutre. Et bon, bref, c'est lunaire la séquence. Du coup, je me retrouve à me balader dans l'assemblée, même pour ressortir. Je me perds, je tombe sur Aymeric Caron. Je fais excusez-moi où il a sorti. J'espère qu'il a pas vu parce que vraiment, c'était un énorme trou. C'était un énorme trou. Je peux te retrouver la photo. Mais parce qu'évidemment, j'ai fait la photo parce que la séquence est extrêmement drôle avec le recul. Et en fait, je reçois juste après le deuxième député qui est un ancien ministre qui s'appelle Stéphane Travers. Et il doit faire tout le tour. Et le temps qu'il arrive, je dis Monsieur le ministre, parce que ancien ministre du coup, juste pour vous prévenir, j'ai déchiré mon pantalon. Donc vous allez voir mon caleçon. Et il me sort cette phrase. Oh, j'en ai vu d'autres, vous savez. Donc voilà, j'ai le trou. Donc voilà. Ah oui. Je montre à la caméra, je sais pas si on voit, mais vraiment. Et moi, je suis en mode, oh la vache. Donc, tu vois, le premier live un peu comme ça, un peu funky. Comment tu avais obtenu ces rendez-vous? J'avais contacté, je sais plus, j'avais dû envoyer des mails. En fait, moi, c'est technique, j'envoyais les mails. Je lançais la bouteille à la mer. Et j'attendais. En fait, j'allais sur les propositions de loi postées et j'envoyais pour chaque proposition que je trouvais intéressante, j'envoyais. Et je voyais si on me répondait ou pas. Voilà. Tu vois, arrivent ces trucs à l'été. Et en fait, là, il y a 2 erreurs que je vais faire et qui sont dans mes regrets. Je te parlais d'immaturité. J'ai été invité dans l'émission de Samuel Etienne, qui s'appelait l'Hebdo Etienne. Il y avait Bruno Solo, Samuel, Manon Bril et moi. Et c'était en Coupe du Monde de rugby. Et l'un de mes gros regrets, c'est que Hugo le chien fou. C'est-à-dire, Hugo ne comprend pas les règles de la société et je suis moi-même. Et je sais pas, parce que tu sais, il y a un peu ce syndrome aussi où tu t'accables. Où tu te dis, oh, c'était nul, j'ai été nul, machin. Top, parce que je voyais le chat et il y en avait qui se plaignaient. Il y en a qui aimaient bien, mais il y en avait qui se plaignaient. Et en fait, quand t'es un mec comme moi, bah, les commentaires négatifs, tu les vois. Et tu les vois un peu trop. Et en fait, je me dis, est-ce que j'ai effectivement pourri le truc ? Et tu vois, je sais qu'aujourd'hui, je referai cette émission, je serai au-dessus. Mais peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être laisser passer ma chance. Et cette chance ne se reproduira peut-être plus jamais. C'était quoi les critiques ? Je parlais trop, je riais trop fort. J'étais trop moi, en fait. Et tu vois, quand je te parlais des obstacles, enfin, quand on parlait des obstacles, c'est des trucs comme ça. J'avais fait un backseat. Peut-être que j'étais trop. Enfin, tu vois, j'en sais rien, en fait. Backseat, j'ai jamais été rappelé. Et on m'a jamais dit clairement pourquoi. On m'avait dit, ah oui, on va te rappeler. Mais on m'a jamais rappelé. Et je veux pas faire le mec qui se plaint pour se plaindre, de dire, oh mon Dieu, ramenez. C'est pas ça. C'est juste, putain, j'ai été con, quoi. Et ça se trouve, au backseat, j'ai rien fait de mal. Hein. C'est juste que, on était peut-être trop en concurrence, trop similaires. J'en sais rien. Et comme on me dit pas. Moi, en fait, je fais partie de ces gens. Je peux faire de la merde. Mais explique-le-moi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal pour que je m'améliore. Pour apprendre, ouais. Mais c'est ça. Et en fait, c'est là où j'ai pris beaucoup de maturité aussi avec Twitch, les rencontres que j'ai fait dans ma vie et compagnie. Je te parlais de cette bascule 2024 avec des rencontres, je ne vais pas forcément détailler, mais dans ma vie perso qui m'ont vraiment changé. Je suis devenu un homme. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un petit con. Non, je suis juste un vieux con. Non, mais dans le sens où, en fait... T'as mûri. Ouais, j'ai mûri, en fait. Et que l'homme que je suis aujourd'hui, c'est heureusement pas l'homme que j'étais il y a 3 ans, tu vois. Et maintenant, en maturité, même faire attention à ce qu'on balance en live. Il ne faut jamais oublier désormais que quoi que tu dises, ça peut être sorti et amplifié. En école de journalisme, on vous apprend pas ça ? Alors ça date d'il y a longtemps hein, quand même. T'écoutais pas beaucoup à l'école ? Si, non, c'est pas que j'écoutais pas, mais c'est que on était dans une école qui s'appelait du coup le FJ, qui était une école qui se voulait un peu moderne avec ce qu'on appelle le mojo, le mobile journalisme. Donc ça, par contre, ça m'a super été utile sur apprendre à filmer avec un téléphone. C'est ce que je fais avec mes lives. Tu vois. Donc ça m'a été très utile. Après, sur la gestion... Mais en fait, c'est des trucs même qui étaient assez récents. Tu vois, 2016, la réputation numérique, la e-réputation. Moi, j'étais militant à l'époque sur la cause des vélos. C'était avant la bascule de 2020, etc. Et j'avais eu un incident, j'avais été frappé par un mec, bref, etc. Ça avait été filmé, ça avait été amplifié, ça avait buzzé. Et j'avais été reçu par la directrice des études qui m'a dit, Hugo, là, vous devez faire attention
par rapport à ça, même à vous personnellement, même pas sur, tu vois, au truc. Donc maintenant, vous devez choisir, est-ce que vous êtes en capacité d'assumer l'étiquette de militant sur ce sujet-là et votre rôle public. Elle m'a dit, peut-être vous pouvez prendre un pseudo ou des machins. Bon, au final, j'ai juste arrêté le militantisme parce que ça me saoulait au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ces cours de e-réputation, peut-être que ça a changé, tu vois, ça fait 8 ans que j'ai quitté l'école maintenant, ça a peut-être changé, je ne sais pas. Mais voilà, effectivement, tu vois, cette e-réputation, maintenant, ça peut être sorti, amplifié, et ça peut se retourner contre ta gueule très très vite. On l'a vu avec Ultia. Je sais pas si ta communauté a suivi, mais en gros, Ultia est une streameuse qui a été harcelée, etc., qui a été beaucoup harcelée par l'extrême droite notamment, et elle était jury... pas adjointe, c'est quoi le mot, tu sais, suppléante. Elle était suppléante au CNC et dans une discussion peut-être devant 600 personnes, ce qui est beaucoup et peu à la fois sur Twitch, 600, ce qui est beaucoup en vrai. Dans les faits, c'est beaucoup, mais c'est pas 10 000 personnes, tu vois. Mais c'est la situation un peu critique. En fait, dès que tu commences à dépasser les 200, ce que tu dis peut sortir très très vite, en fait, de passe. Et en gros, elle dit oui, bah en gros, je résume, mais moi, je donne plutôt pas à l'extrême droite, bref. Et en fait, bah, ce compte d'extrême droite va clipper la séquence, ça va devenir viral, elle va se faire harceler encore, et le CNC va suspendre son fonds de support aux créateurs de contenu. Donc, une petite phrase qui peut se dire, mais pas en public, a des conséquences pour l'ensemble de la profession. Et je ne tombe pas sur Ultia là-dessus, et je ne tomberai pas sur elle. Elle a fait une connerie, on en fait tous. C'est pas moi qui suis Bulletman qui vais lui tendre, mais c'est là où, en fait, effectivement, il y a beaucoup de streamers qui, la fin de la science, tu pouvais balancer des dingueries. Maintenant, d'autant plus que l'extrême droite surveille maintenant, et quand on parle de fascisation du pays, quand même, quand l'extrême droite commence à être comme ça aussi, c'est un peu tendax, tu vois, pour des choses qui sont pas forcément scandaleuses, tu vois. Moi, il m'a mis hier, il a fait un tweet sur ma pomme hier qui a flop, mais en gros, j'ai reçu maintenant, tu vois, je reçois des ministres dans mon appart. J'ai eu Jean-Pierre Farandou en janvier. Il y a la semaine dernière, j'ai eu Marie-Pierre Védrenne, qui est ministre en charge de la citoyenneté et donc de la prévention contre l'usage des drogues, etc., etc. Et moi, tu vois, je prends mes paris un peu, je suis mon propre patron, donc je pose les questions que je veux, même si c'est des questions un peu qui sortent du cadre. Donc, tu vois, Farandou, je lui dis, même sur monsieur le ministre, par exemple, moi, je suis dans une situation où soit je paye quelqu'un au black pour m'aider, soit je fais un burn-out. Qu'est-ce que je fais? Qui est une question qui peut pas... Oh, le con, il pose cette question. Mais en fait, quand tu es auto-entrepreneur, tu arrives à un moment où économiquement, c'est chaud, mais que tu peux pas te développer seul. Donc, tu arrives dans une situation où, comment tu fais? Et je pense qu'il est un vrai sujet pour beaucoup de créateurs de contenu et même de créateurs, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs tout court. Et le mec, bon, il répond, il est un peu insensible. Moi, j'aime bien Farandou, c'est un bon client, tu vois, mais en gros, il est en mode, bah, changer de boulot. Non, mais tu vois, quand on est dans une société qui est en quête de sens, moi, j'ai un sens dans ce que je fais. J'ai un sens. Moi, quand les gens ils me disent merci, grâce à toi, je me réintéresse à la politique, je me dis, putain, toutes ces heures à s'endormir avec des cernes sous les yeux, ça sert. Quand des gens s'engagent en politique grâce à moi, aux européennes, je sais qu'il y a eu des gens candidats sur une liste parce qu'ils ont découvert le parti grâce à moi, je me dis putain, je sers à quelque chose. Et quand on me dit bah, changer de métier, tu vois, il y a une forme d'insensibilité, mais que je pense la politique amène parfois aussi, qui est comme ça. Et à Marie-Pierre Védrenne, je pose une question, je mets le pied dans le plat. On a un ami streamer qui s'appelle Elias qui pose une question sur la répression, sur l'échec de la répression. Et moi, je dis, mais madame la ministre, est-ce qu'on n'arrive pas au moment où il faudrait peut-être réfléchir à légaliser le cannabis, juste le cannabis? Parce que là, je donne les chiffres, il y a un Français sur 2 qui a déjà consommé, et moi, je dis, moi, je suis très honnête avec vous, madame la ministre, moi, ça m'arrive en soirée, il y a un bédo qui tourne, je tire une petite latte, ça me détend, je suis pas consommateur actif, mais voilà, tu vois. Et là, j'avais pas vu, je l'ai vu au replay, la ministre, elle est comme ça, elle est en mode, ah putain, le con. Non, mais parce que pour moi, en fait, c'est ça, il y a de l'hypocrisie. Tu vois, quand il y a une drogue qui est consommée par un Français, mais que sur les plateaux télé, ah non, moi consommer de la drogue, jamais j'ai consommé. Bon, c'est bon, un pétard, c'est pas ça qui va te tuer, tu vois. Surtout si c'est encadré, machin. Et je clippe ça. Et en gros, le mec a clippé la réaction que je fais le lendemain, en mode MDR, etc., où j'explique
assez longuement sur l'hypocrisie, qu'effectivement, il y a un Français sur 2 qui a déjà fumé, qu'il y a donc à peu près 20 millions, parce qu'en gros, t'enlèves les enfants, ça fait 40 millions d'adultes à peu près, etc. Et dans les stats, c'est 50,53, je crois, des 18-64 qui ont déjà consommé. Ce qui est une donnée, tu vois, ce qui est une donnée, ça compte pas les mineurs, et dans les mineurs, il y en a, et ça compte pas les plus de 64 ans, et il y en a aussi, on le sait bien. Donc, pour moi, ça fait déjà, tu vois, une base assez large. Il y a des rapports parlementaires qui sont macrono-LFistes, qui disent qu'il faut légaliser. Donc, c'est-à-dire que même le député macroniste a dit qu'il fallait légaliser, et on a un rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui dit qu'il faut légaliser. Donc, moi, je suis à un moment, je suis face à une ministre. On est face à un échec de la répression. On a plusieurs faisceaux qui disent qu'il faut aller vers la légalisation pour faire en gros le triumvirat alcool, cigarette, cannabis, qui sont pour moi 3 drogues, mais qui sont dans le champ, vu la consommation, qu'il vaut mieux légaliser et encadrer que de laisser le tout va actuellement, tu vois. Et le mec essaie de mettre dans la merde vis-à-vis de ça. Et c'est-à-dire que même dans les commentaires, t'as des mecs d'extrême droite qui disent c'est un truc de gauchiste, mais sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que même sur ça, tu vois, t'as des mecs d'extrême droite qui sont d'accord sur ça. Bon, après, il y a les insultes, mais ça, c'est inhérent à la popularité sur Internet, les menaces de mort, mon adresse qui a été balancée, mon numéro de téléphone. Ah ouais, je te jure, j'étais en live, je venais de lancer, je reçois 20 appels d'un coup, avec des 0, 1, 2, 3, 4. Je fais, qu'est-ce que c'est cette merde? Je décroche, et il y a un mec qui me fait, ouais, tes infos étaient balancées sur Doxbean. Doxbean, c'est un info, si tu as envie de faire ton petit délateur, tu peux balancer le numéro, l'adresse, les comptes, machin, tu peux tout balancer. Et en fait, le truc était ciblé sur ma gueule, Hugo Perchoir, sur la personnalité publique, parce qu'en gros, le mec a repris une fuite de données de free, parce que tu sais, une grande base de free qui a fuité. Et le mec, il a juste rajouté en bas sa chaîne Twitch, Hugo Perchoir. Donc c'est un mec qui m'a ciblé en tant que créateur de contenu. Ça, c'est terrifiant. Ça, par contre, je te jure, c'est terrifiant. Parce que tu te rends compte que tu es vulnérable vraiment. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui veut te planter en bas de chez toi, bah, il a ton adresse, il peut venir. Et quand moi, j'ai l'extrême droite au cul, bah, je me dis, est-ce qu'un jour, il y a des faves qui vont m'attendre en bas de chez moi pour me péter la gueule? C'est possible. Enfin, et tu viens un peu dans cette parano-là, tu vois. Et surtout quand tu vas au commissariat et que la policière s'en bat les couilles. Désolé, mais il y a plein de policiers qui font bien leur boulot. Je sais qu'ils ont des métiers de cons. Dans le sens où on leur demande tout avec des moyens ultra faibles, mais et que évidemment un mec qui voit son adresse balancée sur les réseaux, quand la meuf elle reçoit des meufs qui se sont fait des mecs qui se sont fait agresser, c'est pas sa priorité. Effectivement, c'est pas sa priorité. Mais quand toi, parce qu'elle a pas forcément conscience des menaces que toi tu peux avoir, etc., etc. Parce que moi, les mecs qui disent ouais, on va te retrouver, j'en ai, hein, tu vois, encore hier. J'espère pourtant que je ne vais pas te croiser dans la rue. T'es une petite merde gauchiasse, tu seras le premier à tomber quand on arrive. Enfin bref, des trucs bien violents, tu vois. Et la meuf, je me souviens, j'avais fait un truc électronique, mais d'habitude, je pensais qu'elle allait me donner en papier comme d'habitude quand on va porter plainte. J'attends et elle me fait quoi, vous voulez autre chose? Faut y aller, hein, monsieur. Il y a des gens qui attendent. Hein. Limite, casse-toi, mon gars. Et moi, je suis encore un peu sous le choc, tu vois. Parce que c'est violent, hein, quand on adresse et quand t'as des inconnus qui t'appellent, c'est chelou quand même. Hein. D'accord. Bon, heureusement, le truc a été retiré, je sais pas pourquoi, etc. Mais et le mec a attendu que je sois en live. Le truc a été posté peut-être 10 minutes après mon lancement de live. Le mec, il voulait que ça m'arrive en live. Le mec devait être dans le chat, tu vois. C'est là où tu psychoses, tu dis, le mec qui me veut du mal, il est là, quoi. Et après, voilà. Et pour conclure, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. C'est l'interview dans laquelle j'ai posé le moins de questions. Bon, bah, tant mieux. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais voilà. Et après, là, j'arrive 2025. Et en fait, je commence à avoir un peu l'alignement des planètes. J'ai beau être épuisé. Je sais pas si la télé va continuer l'année prochaine, parce que c'est le principe de la télé. Tu t'apprends souvent en fin d'année, tu vois. Mais j'ai fait le 20h de TF1 pour Bayrou. Si un jour on m'avait dit que je serais au journal de 20h de TF1, et c'est drôle parce que le journaliste m'a présenté ses excuses parce que dans l'intro il fait « ce jeune passionné d'internet ». Et j'ai fait un tweet en disant « c'est lui, c'est le jeune passionné d'internet ». Il m'a envoyé un message, il me fait « ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'aurais dû dire bah, ce jeune journaliste, tu vois ». Mais il y a encore un peu, pas ce mépris de la télé, mais il y a un peu la télé qui commence à se dire c'est qui ces gens. Et ils commencent à nous regarder, etc. Mais tu vois, il y a eu cet aspect-là, il y a eu le 20h de France 2 parce que j'ai posé une question à Mélenchon, et du coup ils m'ont mis
c'est créateur de contenu passionné par la politique. Et il y a ma gueule, Hugo Perchoir, 17 000 abonnés. Bon, pas 17 000. Non, il y avait marqué 17 000 viewers. Donc, bon, les termes sont pas bons. Mais tu vois, je commence à être la référence. Non, enfin, tu vois, je veux pas le mec qui se masturbe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai passé les 18 000 abonnés. Mon objectif, c'est les 20 000 pour mon anniversaire en juillet. Juste sur Twitch. Hein. Juste sur Twitch. J'ai passé les 20 000 sur Instagram il y a quelques jours aussi. Discord, on est 500. C'est-à-dire les gens, ils sont venus sur cette plateforme-là exprès pour avoir mes news, parler avec la communauté. Donc, ça commence à grossir. Économiquement, je commence à vivre. C'est-à-dire que je te disais que jusqu'en 2021, 2022, j'étais sur le pouce, c'est-à-dire je faisais hyper gaffe, je partais quasiment pas en vacances, j'avais mes parents qui m'aidaient. Depuis 2023, j'ai ce bonheur de vivre et pas de bien vivre. Enfin, non, ce serait indécent de dire que je ne vis pas bien, de ne pas compter mon argent. Donc, évidemment, je roule pas sur l'or, je gagne pas 50 000 balles, tu vois. Mais je suis dans cet aspect où si j'ai envie de me faire un resto, bon, je vais pas me prendre, tu vois, des trucs hyper chers, mais je peux me prendre un burger et une bière ou 2 bières sans... Oh putain, je vais être à combien à la fin du mois? Et ça, c'est une bouffée d'oxygène. Mais pareil, je fais gaffe, tu vois, je fais pas des folies, mais je peux m'acheter, si je veux, je peux mettre 100 balles sur un Ulule maintenant pour soutenir quelqu'un que j'ai. Et ça, c'est extraordinaire. Quand t'as toujours été sur le pouce, tu redécouvres la vie, en fait. Tu peux aller en soirée, tu peux rencontrer, tu peux faire des voyages, tu peux machin. Bon, je suis toujours un rat quand je peux économiser des trucs. Mais pareil, par contre, tu vois, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas profiter de certains avantages. Par exemple, si je suis invité quelque part, je vais pas demander à ce qu'on me paye le trajet. Donc ça va me facturer 150 balles, par exemple. Alors que je pourrais demander, mais juste un syndrome de l'imposteur, je le demande pas. Alors que je pourrais essayer, mais je veux pas faire le rat, tu vois. Donc voilà, mais je m'éclate. Même si c'est épuisant, je ne sais pas si je continuerai dans 2-3 ans. Parce que comme je te le dis, en fait, c'est un milieu qui est tellement violent. Les gens qui te chient dessus, et désolé, mais parce que pour moi, c'est le meilleur terme. C'est des gens, ils ne t'ont jamais parlé, ils ne te connaissent pas, ils t'insultent. Tu ne sais pas qui c'est. Il y a les on-dit, les rumeurs. Et moi, j'ai été pourri par un truc. J'ai interviewé Jean-Marie Le Pen en 2021. J'avais 22-23 ans, j'étais jeune, et j'y suis allé en mode, le vieux facho, je vais me le faire. Je me suis fait retourner. J'ai pris une leçon de vie parce que le mec, il a 70 ans d'expérience. Enfin, il avait 70 ans d'expérience. Donc, c'est pas un petit con de 21 ans qui va lui apprendre la vie, tu vois, qui va faire une interview que même des mecs qui ont 50 ans d'expérience n'ont pas réussi à obtenir, tu vois. Quand le mec, je lui demande, ça vous a choqué, est-ce que vous comprenez que vos propos sur les chambres à gaz, ça a choqué? Il me fait, non. Moi, ça me choque que ça vous choque. Et quand le mec, il te dit ça, toi, t'as 22 ans. Tu perds tes moyens. Ah, vraiment. Et moi, dans ma tête, je suis, attends, il vient vraiment me dire ça? Et moi, je suis et en fait, je me suis fait retourner. Je poste la vidéo et quelques années après, il y a des meufs avec qui je m'étais un peu frité d'extrême gauche ou de gauche radicale, ça dépend le positionnement. Oh, non, l'écharpe, elle est plutôt bien à gauche. Bon, je sais pas. Bref, gauche radicale, on va dire. Je me foutais je me foutais pas la gueule, mais c'était après la mort de, je sais plus comment son nom, mais une meuf, tu sais, qui était une crudivoriste qui disait à des gens atteints de cancer, bouffer des jus et tout ça. Et dit, j'espère qu'elle va cramer en enfer, cette conne, tu vois, un peu en mode, parce qu'à la meuf, elle a fait tellement de mal. Et la meuf fait une capture d'écran de mon truc en mode c'est bizarre qui tu choisis d'haïr, mon pote, en gros, en mode j'ai une théorie Jean-Marie Le Pen, c'est mon pote, tu vois. Et en gros, la vidéo m'a pourri, en fait. C'est-à-dire que la vidéo, elle a tourné dans les milieux bien à gauche. En gros, moi, j'étais le de Le Pen parce que je l'ai pas rentré dedans. Mais après, tu vois, je t'ai dit, j'ai dû prendre du recul sur tout ça, etc., et sur justement le truc. Mais c'est un truc qui m'a poursuivi encore. Il y avait des gros streamers de la Zawa Prod. Quand ça a parlé de ça, il dit vas-y, va retourner sur Le Pen, ça devant 5000 personnes. Ouais, dur. Donc ça crée des trucs. Et j'ai beau m'avoir expliqué, en fait, ce sera, il suffit d'un random qui dit ah ouais, c'est un mec qui suit Le Pen. Le mec, ça peut me gâcher des raids, des machins, des bidules. Donc en fait, c'est l'irréputation pour moi est supra. Et j'ai pris des leçons et maintenant je fais ultra gaffe sur tout ça. Je peux m'engager sur des trucs, mais toujours à marcher sur des trucs. Moi, c'est ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, c'est faites gaffe quand même à ce que vous dites sur les réseaux parce que rien ne s'oublie sur Internet, quoi. Et c'est là où il faut faire hyper gaffe.
Eh ben, c'était un super mot de la fin. Merci pour ce conseil. Au plaisir. Et puis Hugo, j'espère à très bientôt. Merci pour tout. Merci, il y a de quoi faire un deuxième épisode là. Oui, c'est clair. On va refaire un deuxième. Merci. Merci à toi, à très bientôt. Ciao.